Ça y est, vous êtes en live. Bonjour à tous. On vous laisse quelques secondes pour arriver dans la salle. Bonjour et bonjour à tous et bienvenue dans ce web séminaire La micro-aventure derrière la tendance, un vrai engagement durable. Comme chaque mois, nous vous donnons rendez-vous avec l'AMONA en Nouvelle-Aquitaine pour un web séminaire d'1 heure où nous défrichons un sujet d'actualité lié au secteur du tourisme. Et ces rendez-vous qui sont gratuits et ouverts à tous vous permettent de cultiver vos compétences en parallèle des formations courtes que l'on propose toute l'année en présentiel et à distance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est sur toutes les bouches, qui est donc la micro-aventure. Et en cette veille du pont de l'Ascension, vous allez peut-être, vous, en tant que professionnel, proposer des activités, de la randonnée, du kayak, du paddle, etc. Ou même vous, en tant que touriste, vivre ces expériences. Et peut-être que vous aurez ce produit qui est packagé micro-aventure. Mais est-ce que c'est vraiment de la micro-aventure ? En tout cas, on en parlera pendant ce live pour savoir exactement de quoi on parle quand on connaît un produit micro-aventure, comment les mettre en place, les conseils et les erreurs à éviter. Et pour en parler, j'ai invité 2 passionnés de la micro-aventure. Donc, nous avons d'un côté de la table Amélie Deloffre, qui est fondatrice du guide 2 jours pour vivre et qui a créé la première école de micro-aventure en France. Bonjour Amélie. Bonjour. Et à droite, ou du coup à gauche sur votre écran, j'ai invité également Marina Géré, qui est responsable marketing digital à l'Office de tourisme de Pont-d'Arc à Ardèche. Et Marina, tu nous expliqueras comment votre fils a mis en place plus d'une vingtaine de micro-aventures sur votre territoire. Avec plaisir. Bonjour à tous. Alors, avant de commencer ce live, je vous fais comme d'habitude un petit point technique sur l'outil Livestorm. Donc, je vous invite tout de suite à désactiver le son des notifications. Et pendant ce live, vous pourrez interagir avec nos invités. Donc, si vous avez des questions, utilisez uniquement l'onglet questions et ça, c'est super important, sinon on ne pourra pas voir vos questions. Je vais vous poser tout de suite après un petit sondage, donc il faudra aller dans l'onglet sondage. Et je rappelle que ce live est enregistré et que vous recevrez le replay à l'issue du live et vous le retrouverez également sur le site de Trajectoire Tourisme. Voilà, il me semble que j'ai tout dit. Si vous avez des problèmes, en tout cas de connexion, n'hésitez pas à vous reconnecter avec l'onglet, le navigateur Chrome et à désactiver toutes les autres applications pour vivre pleinement ce live avec nous. Donc, je vois que vous êtes déjà 184, donc voilà, c'est un sujet riche qui intéresse pas mal de monde. Et du coup, je vous pose une première question pour un petit peu évaluer votre niveau de connaissance sur la micro-aventure. Donc, ça se passe dans l'onglet questions. Est-ce que vous êtes, quand on dit micro-aventure, micro quoi? Vous y réfléchissez, mais vous ne savez pas par où commencer ou s'il faut commencer. Vous avez déjà lancé de la micro-aventure dans votre structure ou tout simplement, vous êtes à fond dans le sujet et vous êtes curieux d'en apprendre un peu plus avec nos 2 expertes. Donc, allez-y. Hop. Je pense à Amélie et Marina, si vous ne voyez pas les réponses, peut-être qu'il faut répondre vous aussi au sondage. Alors, on est globalement sur la moitié, on y réfléchit, mais on ne sait pas par où ou s'il faut commencer. Et à fond dans le sujet. Bon. Eh bien, super. Du coup, je me tourne vers toi, Amélie. Pour commencer, voilà, déjà par le début, en fait, qu'est-ce qu'on entend par micro-aventure ?
Alors du coup, micro-aventure, bon, on va faire bref, je crois que la plupart des gens quand même connaissent le sujet, du moins 75%. C'est partir à l'aventure, près de chez soi, donc l'espace de quelques jours, avec des moyens non polluants, donc sobre, à pied, à vélo, à cheval, peu importe. Voilà. Donc c'est l'aventure telle qu'on l'imaginait, qu'on l'a vu beaucoup dans les films, mais en fait, c'est les mêmes ingrédients, mais en format micro-dosé. Ok. Et tu parles de randonnée, de vélo, mais ça, c'est quelque chose qui existe déjà. Du coup, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Effectivement, en fait, c'est, je dirais, la micro-aventure, en tout cas, est née en France en 2017, donc il y a 4 ans, sous l'impulsion de quelques acteurs, Chiloé, Deux jours pour vivre, du coup, et peut-être la Madjact. L'idée, en fait, c'est que c'est un nouveau public, déjà. Effectivement, quand on habite à Chambéry, dormir dans un refuge, c'est pas du tout une aventure, c'est un week-end normal. Pour nous autres qui habitons la ville, partir à l'aventure, partir un week-end en nature, c'est déjà une aventure. Et puis, il y a cette notion d'itinérance. Faire un trajet sur 2 jours en one way, c'est pas la même chose que faire une demi-journée de rando. On bivouac, on prépare ses affaires, etc. C'est pas du tout la même expérience. Voilà. Ok, très bien. Et je pense que toi, tu es vraiment dans ce domaine, dans cette thématique. On en parle de plus en plus. En tout cas, ça a vraiment explosé ces 2 dernières années. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'historique, comment est arrivée la micro-aventure en France? Ouais. Alors, du coup, je vous le disais, elle est arrivée en 2017, sous l'impulsion, donc je dirais, de Parisiens qui parlaient, dont je fais partie, qui parlaient à leur père. Donc, vraiment du trentenaire en mal de nature, qui travaille trop et qui a envie de se déconnecter le week-end. Vous voyez, le concept, typiquement, je trouve qu'on le voit dans le nom de mon concept, 2 jours pour vivre. On travaille toute la semaine, on a 2 jours pour vivre intensément, du vendredi soir au dimanche soir, et vivre des choses incroyables. Et puis, du coup, effectivement, ça a bien pris parce que il y a évidemment des attentes personnelles, mais il y a aussi un contexte sociétal et environnemental. On a envie de déconnexion, on a envie de se rapprocher de la nature. Voilà, il y a l'écologie, on a tendance à moins prendre l'avion. Il y a peut-être une petite critique aussi de la société de consommation, etc. On veut des choses plus simples, l'authenticité, etc. Donc, tout ça mis ensemble, en fait, fait que la micro-aventure a très bien pris en France. Et puis, vous vous doutez, effectivement, avec le Covid et l'obligation de ne pas partir plus de 100 km l'année dernière et puis aujourd'hui de rester en France, ça s'est étendu vraiment en dehors, je dirais, des bassins citadins et des grosses villes en France à un peu tout le monde qui a envie de se reconnecter à la nature. D'accord. Donc, en termes de profil, on est plutôt sur des urbains. On est plutôt sur des urbains. Et il y a quand même une bonne demande aussi pour les familles qui voudraient partir à l'aventure avec des enfants. Donc ça s'adresse vraiment à un peu tout le monde aujourd'hui, sachant qu'il y a un cœur de cible qui est 25-40 ans, qui sont, je dirais, le cœur de cible de la micro-aventure, vraiment, qui partent camper avec leur vélo, etc. Voilà, il y a un cœur de cible, et ensuite, Très bien. Alors, je remets peut-être le porte en plus grand. C'est quoi les 3 grands paramètres de la micro-aventure? Alors, du coup, on a la localisation, donc la proximité, soit près de chez soi, vraiment très très près de chez soi, à 100 km autour, soit vraiment rester en France. Il y a la nature. On parle aujourd'hui, on tend évidemment, on le verra après, un peu à mettre micro-aventure un petit peu à toutes les sauces, mais ça reste à la base de la nature. Voilà. Il y a le parcours, donc je vous l'ai dit, un peu itinérant, d'aller d'un point A à un point B, dormir dehors, etc. Et court, quelques jours, 2, 3, 4. Et puis il y a une notion aussi économique, puisque c'est quand même la sobriété, c'est le goût des choses simples. C'est du coup accessible économiquement à pas mal de monde. Ok. Et du coup, ce qui est important de savoir, et je pense que ça nous touche aujourd'hui, en tout cas dans ce webinaire, c'est que la micro-aventure, elle est née vraiment d'une opposition au concept de tourisme de masse. Et du coup, c'est toute la question qu'on peut se poser aujourd'hui, comment on peut mettre en tourisme quelque chose qui n'est pas du tourisme, par définition, parce que partir à l'aventure, c'est partir soi-même, se confronter à l'imprévu, à l'inconnu, etc. Comment on peut faire coexister une prestation payante avec ce désir d'inconnu, de s'inventer, d'avoir des galères, etc. Donc c'est très intéressant de réfléchir là-dessus. En fait, la micro-aventure, c'est surtout une opportunité, je dirais, peut-être de voyager différemment et de valoriser d'autres prestataires ou d'autres manières de s'héberger et de dormir, pardon, et de s'alimenter. Il y a beaucoup de valeurs très fortes derrière la micro-aventure.
qu'il faut vraiment garder à l'esprit si on veut se lancer dans la micro-aventure, que sont la liberté, l'authenticité, la sobriété, celle que je dis depuis tout à l'heure, l'imprévu, la découverte. Et effectivement, on va pas forcément dormir dans un hôtel 3 étoiles quand on fait de la micro-aventure. C'est pas spécialement en affinité, ça peut, hein, mais c'est pas spécialement en affinité. Donc c'est une opportunité, je dirais, de valoriser d'autres acteurs sur le territoire qui font déjà des choses très bien depuis des années. En dehors de ça, je vous l'ai dit, il y a quand même du coup, il y a des attentes individuelles très fortes des citadins, etc. Et puis, il y a quand même des problématiques sociétales et environnementales. Et ce qui est génial avec la micro-aventure, c'est qu'on a moyen, si on le fait correctement, et ça va être le travail des prochaines années, d'avoir des situations win-win pour tout le monde. La micro-aventure, c'est quand même l'opportunité de changer le tourisme en mieux. Ça veut dire mieux répartir les retombées économiques sur le territoire, en emmenant des gens dans les lieux moins connus et éviter le surtourisme, désengorger des régions affectées par le surtourisme. C'est des activités qui sont 4 saisons, donc aussi amener les gens à venir sur les ailes de saison. Des activités sobres et non polluantes, et puis accessibles à toutes les bourses. Donc, quand on regarde comme ça, oui, la micro-aventure a beaucoup de choses à offrir, si tant est qu'on s'y met, on a à cœur de respecter cela. Je vous donne un exemple assez simple, mais qui parle bien. Donc, à côté de Paris, on a donc le parc du Vexin. C'est accessible à 1 heure en RER, en Transilien. Et en fait, il y a le GR2 donc, qui suit les coteaux de la Seine. Donc, c'est très beau, c'est vallonné, les paysages sont simples mais splendides. C'est très accessible, donc c'est super. Et puis, on a fait une micro-aventure où, on a désengorgé en fait le secteur le plus parcouru, qui est celui qui mène vers Vernon et Giverny, où il y a des cars entiers de touristes qui viennent visiter la maison de Claude Monet, etc. Et en fait, on bifurque dans la vallée de l'Epte, qui est moins connue. Et on peut faire comme ça, voilà, sur 2 jours, descendre la vallée de l'Epte en canoë, et ensuite continuer à pied jusqu'à Mantes-la-Jaunerie où on reprend un Transilien. Donc c'est super parce que tous les Parisiens peuvent le faire sans voiture. C'est accessible, c'est en semi-autonomie, on loue son canoë, etc. et ensuite on est libre. Voilà, un parcours tout simple qui, je trouve, illustre un petit peu ce qu'on peut faire sur le territoire, un peu d'intelligent, voilà, donc sympa. Pour vous faire un petit panorama peut-être de la micro-aventure et de ses acteurs principaux, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, je dirais qu'il y a 3 grands métiers. Il y a les agences de voyage, tout ce qui est médias et communauté, production de contenu, et les apps et plateformes d'itinéraires. Donc, il y en a énormément. C'est vraiment les 3 métiers. Vous avez Explora Project sur l'agence de voyage qui fait des mini-explorations à la base dans le monde, aujourd'hui aussi en France. Chiloé, qui est la référence médias, communauté, surtout des Parisiens, mais aujourd'hui qui devient une agence de voyage, donc qui rejoint un peu Explora. The Other Life, qui est le premier YouTuber en 2018 à vraiment faire voyager dans des coins paumés de France. Les Others, qui travaille du coup qui a un média de voyage depuis 2012, qui faisait des randos comme ça et du contenu un peu sur la France, mais qui là vraiment a du coup appris une langue vraiment micro-aventure. Et puis tout ce qu'il faut en application et planificateur d'itinéraire. Komoot qui existe depuis des années pour le vélo, Decathlon Outdoor qui vient de sortir sa plateforme du coup, il y a 1 an et qui vient de se repositionner là en Decathlon Outdoor, parce qu'ils proposaient des produits et aujourd'hui ils veulent proposer l'expérience qui va avec. Donc c'est des itinéraires vélo et rando. Et Helloways, alors pour moi c'est pas de la micro-aventure, mais je trouve le concept super, hein, c'est des randos périurbaines autour de Paris, Lyon, etc. souvent à la journée. Donc super. Et vous avez, alors c'est des métiers qui existent déjà, hein. Il y a toujours eu un Terre d'Aventure avant un Explora Project, il y avait du My Little Paris avant un Chiloé, et puis il y avait déjà des visio-rando avec des itinéraires avant un Helloways. Donc vous allez me dire, on n'a rien inventé. Effectivement, on n'invente rien du tout sur cette partie. On l'adapte juste à ce qu'est la micro-aventure. Et puis vous avez les Trailblazers, ceux qui ouvrent d'autres voies et qui inventent d'autres choses. Pas pour me jeter des fleurs, hein, c'est juste pour vous dire qu'il y a quand même moyen encore, si on se casse un peu la tête, d'inventer des choses. Vous avez la Madjack que j'adore, qui propose des événements du coup en semi-autonomie. Vous avez un point de départ et un point d'arrivée dans des endroits vraiment perdus. Donc la Picardie, la Creuse, enfin franchement c'est super ce qu'ils font. Et ils ont ouvert des refuges de haute campagne, que dans des lieux non touristiques. Et vous avez donc 2 jours pour vivre. Donc on a aujourd'hui un média épistolaire, donc print envoyé par lettre postale, et une école, donc acteur d'intérêt général, où on bosse aussi bien en B2B ou en B2C pour trouver des solutions et monter tous en compétences ensemble avec des concertations citoyennes, etc. Voilà, et ça m'amène au point suivant, parce que je crois qu'on parle beaucoup de micro-aventure, mais moi je suis ici aussi pour vous sensibiliser à ce qui moi me préoccupe, en tout cas, qui travaille depuis 4 ans sur la micro-aventure.
Et ce que je vois, c'est que y a beaucoup d'acteurs qui émergent, beaucoup, sur tous les sujets. J'ai pris des exemples de locaux pour vous, prairies, applications, d'itinéraires, Captain Wild, agence de voyage, Terre d'Ave, c'est normal, Terre d'Ave, ils font ça depuis des années, ils peuvent quand même, je pense, communiquer sur la micro-aventure. En dessous, vous avez des agences de séminaires, et puis tous les blogueurs, évidemment, tous les influenceurs, etc. La question est, en fait, je voulais juste qu'on prenne conscience qu'aujourd'hui, quand on fait de la micro-aventure, on n'invente rien. On n'est pas innovant. Non, on fait ce que tout le monde fait. Et en fait, il faut prendre conscience, on a tendance à avoir le nez sur nos enjeux individuels, c'est vrai. On est entrepreneur, on veut monter une boîte, une start-up qui marche. On est institutionnel, on veut valoriser son territoire. Dites-vous juste que pour une initiative que vous prenez, il y a 10 personnes qui font exactement la même chose. Et du coup, ça nous pose vraiment la question, notre territoire, il est fini. Du coup, dans 10 ans, si on fait tous ça comme ça, sans se regarder les uns les autres, où va-t-on? Et ça concerne d'autant plus la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que c'est, je pense, la région qui colle le mieux à la micro-aventure. Vous êtes super bien dotés, vous avez les Alpes, le Massif central, enfin c'est génial, c'est outdoor, c'est wild à souhait, donc énorme potentiel. Je pense que la 3/4 j'ai pas fait d'études, mais la 3/4 des billets de blog et des contenus sont dans les montagnes, etc., sont sur votre territoire, mais du coup, gros potentiel, mais aussi gros risque. Comment on fait pour que dans 10 ans, il n'y a pas une autoroute sur le Vercors, que quand vous marchez sur le bateau du Vercors, on ne soit pas à la queue leu. Voilà, je voulais juste qu'on prenne conscience que si dans 10 ans, on a une responsabilité tous ensemble collectifs, qu'on ne la voit pas forcément parce qu'on est chacun dans nos enjeux, notre croissance et nos enjeux, mais qu'on doit un tout petit peu essayer de réfléchir collectivement. Et je passe la parole à ma collègue Marina qui vous parlait du coup de l'Ardèche. Alors, avant peut-être de passer à Marina et son retour d'expérience, déjà merci Amélie pour aussi ce message qui était très important, je pense, à passer à tous les participants. Peut-être avant de passer à la deuxième partie, j'ai vu qu'il y avait des questions. Je ne sais pas si tu les vois, Amélie, dans l'onglet questions. On a notamment une question de Sandrine. Un média peut-il évoluer en agence de voyage et vendre ses propositions de micro-aventure? C'est le cas de Chiloé, oui, il n'y a pas de... C'est tout à fait possible. En fait, vous avez tout, vous avez déjà les clients, vous packagez votre week-end et vous le vendez à votre communauté, donc c'est plutôt intelligent comme business, donc c'est tout à fait ce qui se fait en ce moment. Et ceux qui sont une agence de voyage tendent à développer leur communauté pour effectivement vendre un package, l'offre et la communauté. Une autre question de Sébastien. Comment est pris en compte l'impact environnemental des micro-aventuriers? Quid de la responsabilité environnementale des prestataires? Là, on est au tout début du sujet. Donc, pour l'instant, elle est évidemment pas prise en compte. La responsabilité environnementale des prestataires, effectivement, je pense que, en vrai, moi, je trouve que la seule solution, ça serait d'avoir un système un peu de gouvernance, en tout cas de régulation en amont qui puisse avoir la big picture et puis qui puisse se dire, voilà, j'ai les flux touristiques, j'ai les promotions, le nombre de contenus de produits et j'essaye d'informer régulièrement sur tout ce qui est fait. Mais aujourd'hui, c'est l'enjeu, en fait. C'est ça. Je crois qu'on va y répondre, mais on essaye. Ok. On a une autre question aussi, après on continuera bien sûr, mais autour, je pense que c'est toujours autour de la question du média qui devient agence de voyage. Est-ce qu'il faut un agrément Atout France? Je pense pas. Alors, je ne suis pas une agence de voyage, j'ai choisi de ne pas être agence de voyage, donc je ne suis pas la mieux placée pour répondre. Bon, en tout cas, il y a déjà beaucoup de commentaires dans le chat. Votre concept d'école est passionnant, Amélie. On en reparlera à la fin. Du coup, je me tourne vers toi, Marina, puisque là, du coup, on avait l'expertise aussi d'Amélie sur la micro-aventure. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant aussi de faire intervenir une structure touristique, donc en l'occurrence un office de tourisme, qui s'est lancé dans la micro-aventure. Donc, je te laisse la parole, Marina, pour nous parler un petit peu de l'Ardèche et de la micro-aventure en Ardèche. Oui, merci Samantha. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Marina, je travaille pour l'Office de tourisme Pont d'Arc Ardèche. Donc la destination Pont d'Arc Ardèche, elle se trouve au sud du département de l'Ardèche, donc dans le quart sud-est de la France, et sur le territoire de la réserve naturelle protégée des Gorges de l'Ardèche. Pour faire court, on est à peu près à 2 heures de Lyon, de Marseille, de Grenoble et à 3h30 de Paris.
J'ai rajouté la petite joke, c'est l'Ardèche, c'est pas un peu paumé, il paraît qu'il n'y a même pas le train. Donc effectivement, il n'y a pas le train et j'ai vu que parmi les questions, quelqu'un s'interrogeait sur est-ce qu'on peut faire des micro-aventures quand on n'a pas de transport en commun. Je pense que c'est plus simple si effectivement il y a une gare pas très loin. Nous, la gare la plus proche, elle est à 1 heure de route. Ça ne nous empêche pas de communiquer autour de la micro-aventure. Ça rajoute un peu de piment à l'escapade. Autour de nous, ça ressemble à ça. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que l'Ardèche, c'est des grands espaces, une nature sauvage, des paysages de rivières, de falaises, de garrigues. C'est beaucoup d'activités outdoor. C'est une richesse du monde souterrain, puisque, pour rappel, c'est ici qu'a été découverte la grotte Chauvet, donc le plus ancien témoignage de l'art au monde, avec des dessins datés de 36 000 ans en arrière. Donc, une multitude d'activités sportives. Et du coup, c'est plusieurs éléments en fait, qui nous ont amenés à travailler autour de la micro-aventure. Donc, ce qu'on vient de voir, hein, le fait que l'Ardèche soit en totale adéquation avec la tendance micro-aventure, puisque nature sauvage est préservée, multitude d'activités outdoor. C'est une destination qui a une histoire et un terroir, qui est composée de personnalités authentiques et sincères, avec des gens qui sont passionnés, qui travaillent autour de la nature, ne serait-ce dans les gorges de l'Ardèche, avec les guides nature, autour de la thématique du canoë, etc. Donc, on rencontre vraiment des profils de gens passionnés. Et à côté de ça, dans les aspects, dans les constats qui sont moins sympas, c'est vrai que cette destination, même si elle bénéficie d'un gros potentiel et d'un gros capital sympathie et d'une bonne notoriété, elle souffre de plus en plus de la surfréquentation estivale. Et notamment d'une concentration autour de sites comme les Gorges de l'Ardèche, le Pont d'Arc, qui attirent énormément de monde. On a aussi un souci, alors il y a beaucoup d'offres, donc ça c'est génial, c'est qu'il se passe plein de choses, il y a plein d'activités, notamment autour du canoë-kayak, mais du coup ça pose un problème de visibilité pour certains petits acteurs, alors petits n'étant pas péjoratif, hein, j'entends par petits acteurs des prestataires indépendants qui bossent seuls, qui du coup n'ont pas forcément le temps de consacrer beaucoup d'énergie sur la communication, qui se concentrent vraiment sur leur cœur de métier et qui du coup ont du mal à être visibles et à exister au milieu de ce volume d'offres importantes. Donc, c'est ces différents éléments qui nous ont amenés à nous poser la question de ce qu'on pouvait faire pour pallier à tout ça. Donc, la micro-aventure, elle a pour nous plusieurs objectifs. Donc, répartir les flux, c'est-à-dire sortir un petit peu des circuits traditionnels des vacanciers, les amener à découvrir autre chose que le Pont d'Arc, les gorges de l'Ardèche et la descente en canoë sous le Pont d'Arc. C'est révéler des pépites, c'est montrer des choses un peu plus intimistes. Montrer qu'au-delà de ces grands sites très connus, il existe plein de choses qui sont parfois méconnues, mais qui sont tout aussi sympas et tout aussi géniales à découvrir. C'est aussi étaler la fréquentation touristique. Alors, même si on ne peut pas nier que juillet-août, il y a énormément de monde sur le secteur des gorges de l'Ardèche, ça laisse quand même 10 mois sur 12 pour venir découvrir des paysages exceptionnels, une nature préservée et être quasi seul au monde. Là, par exemple, venir en Ardèche, là, en ce moment, alors depuis qu'on est déconfiné, en plus, c'est quand même plus facile, mais venir découvrir les gorges de l'Ardèche au printemps, quand la nature est en pleine ébullition et qu'on va peut-être croiser 2 bateaux sur l'eau en pleine semaine, c'est un privilège juste énorme. Donc, on veut vraiment insister sur, l'Ardèche, elle peut se vivre toute l'année, il y a des choses à faire et des choses à découvrir toute l'année. On veut donc valoriser les petits acteurs qui souvent proposent des prestations vraiment à forte valeur ajoutée parce que très identitaires de l'Ardèche ou parce que très axés sur la transmission, le partage, la rencontre. La micro-aventure, ça nous permet aussi de transmettre un message autour de l'environnement, évidemment, hein, de vraiment resensibiliser les gens autour de cette nature fragile, de cet environnement qui est assez exceptionnel. On a une faune, une flore qui sont protégées dans les gorges de l'Ardèche et qui méritent vraiment qu'on s'y intéresse. Et justement, on aimerait pouvoir, à travers la micro-aventure, éduquer, entre guillemets, les vacanciers à la nature et à l'environnement, rendre leurs vacances un peu plus utiles et faire qu'ils soient moins dans une démarche de consommation des vacances, mais plutôt de compréhension de l'environnement qui compose leur lieu de vacances. Leur montrer que quand ils vont dans les gorges, oui, il faut lever un peu la tête. Il y a le lac de Bonelli, il y a le vautour parcnoptère, il y a le genévrier de Phénicie. Enfin, il y a plein de choses qui méritent vraiment qu'on s'y attarde un petit peu.
Et puis, parmi les objectifs, et qui n'est pas des moindres, il y a aussi réenchanter les locaux, puisque Amélie l'a très bien dit, hein, le concept de la micro-aventure, c'est aussi de vivre des aventures pas loin de chez soi. Et souvent, on a l'impression qu'on connaît très bien son coin, et puis finalement, on s'aperçoit qu'on a encore plein de choses à découvrir. Donc, c'est aussi donner des idées aux gens qui vivent ici, des clés pour redécouvrir un petit peu leur destination. Et du coup, comment s'est passée la construction de ces micro-aventures? Alors, nous, on a commencé à travailler autour du concept de micro-aventure à l'hiver 2019, juste avant le premier confinement. Il faut croire qu'on a eu du nez sur ce coup-là. J'avais déjà listé pas mal d'offres qui me semblaient vraiment intéressantes et dont on n'entendait vraiment jamais parler. Je pense par exemple à la descente en canoë sous le pont d'Arc au clair de lune, ou à un bivouac dans une grotte où on dort à 120 mètres sous terre et on mange une fondue savoyarde. Alors, c'est certes pas très ardéchois, mais c'est assez sympa. Donc tout ça, je l'avais gardé dans un coin de ma tête. Donc on a continué à lister, à identifier ces prestations. Alors après, il faut savoir, moi, à titre perso, je pratique depuis de nombreuses années la micro-aventure, bien avant même que je sache que ça s'appelle de la micro-aventure, hein, puisque le principe, c'est de partir un week-end et puis d'aller se perdre en pleine nature, d'aller se balader et de faire des choses toutes simples finalement, mais qui nous sortent complètement du quotidien. Et je pense qu'avoir une sensibilité à ce que sont ces expériences, c'est vraiment indispensable pour construire une offre autour de la micro-aventure et pour bien être en adéquation avec les attentes et les valeurs de la micro-aventure. Donc, je me suis beaucoup appuyée sur mon expérience perso, sur mes coups de cœur, les choses qui, moi, me plaisent ici en Ardèche. Donc, j'ai demandé à mes collègues de faire la même chose. Donc, on a rapidement identifié dans un premier temps une bonne vingtaine d'offres, en étant toujours très vigilant à ce qu'on allait proposer. Donc, c'est un petit peu ce que tu disais, Amélie, tout à l'heure, c'est que la micro-aventure, ça implique aussi des fois de savoir dire non. Non, cette offre, en fait, c'est pas de la micro-aventure. Parce que le risque, le piège pour une destination, c'est de faire rentrer derrière la tendance micro-aventure, de faire rentrer un catalogue d'offres qui sont pas des micro-aventures, qui sont ni plus ni moins que des activités classiques, qui sont très bien, mais qui rentrent pas dans le concept de micro-aventure. Donc, c'est vrai qu'il faut être très vigilant à ça. Et puis, après, on est passé à la phase de rédaction des contenus. Donc, pour les micro-aventures que j'avais déjà expérimentées, c'est plus facile de raconter son expérience. Pour les autres, j'ai contacté des professionnels en leur demandant de me raconter un petit peu comment ça se passait, de me raconter des petites anecdotes. Et puis là, j'ai écrit toutes ces micro-aventures comme si moi, je les vivais et comme si je participais à l'expérience. Après, ça nous a demandé du coup de sortir un petit peu de la façon de rédiger qu'on peut avoir sur nos autres outils de com, puisque là, on est vraiment sur un langage qui est plutôt un langage oral, plus dans la relation amicale, conviviale, sur le ton du bon tuyau qu'on va se passer. Donc voilà, il a fallu rédiger l'ensemble de ces aventures. Il a fallu également illustrer ces aventures avec des photos. Donc pour certaines micro-aventures, on avait déjà du contenu photo. Pour d'autres, il a fallu aller le créer sur le terrain. Parce que ça, c'est hyper important d'avoir des photos très valorisantes aussi. On le sait, une chouette photo, ça va tout de suite donner envie d'aller vivre le truc plus qu'un long descriptif. Et puis, une fois qu'on a eu fait tout ça, ces contenus, on les a valorisés. Alors, sur du print, puisqu'on a sorti une première édition du magazine Micro-Aventure en Ardèche, donc avec 15 micro-aventures juste après le confinement l'année dernière. Ce premier magazine, il était uniquement en téléchargement l'an passé. On a sorti le numéro 2 cette année, qui ne devrait pas tarder à sortir de l'imprimerie. Donc, on a hâte de voir à quoi ça ressemble. Donc, il sera disponible cette année en version papier. On a créé un espace web que je vous montrerai sur la slide suivante sur notre site web. On les a valorisés évidemment sur les réseaux sociaux. On les a relayés auprès de la presse en organisant une conférence de presse et c'est vrai qu'on a eu des bons retours là-dessus. Et puis, on a aussi mis en place des partenariats, alors notamment un chouette partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et Chiloé l'année dernière. Donc, on a invité une famille d'aventuriers, de blogueurs aventuriers qui s'appelle Petit Bivouac, qui est venu tester la micro-aventure crapahutée dans les gorges de l'Ardèche avec un guide, avec une nuit au bivouac, avec la bad box pour écouter les ultrasons des chauves-souris le soir au bivouac. Et donc, ils l'ont relayé, eux, sur leur blog. Ça a été relayé sur les outils d'Auvergne-Rhône-Alpes et c'est maintenant commercialisé sur la plateforme Chiloé.
Donc ça, c'est un chouette partenariat. Et puis, on a en projet d'organiser des accueils d'influenceurs vraiment axés micro-aventure. Alors ça, le contexte nous a un peu obligés à remettre ça plus tard, mais c'est prévu pour l'automne. Oui, donc il y a toute une partie effectivement sur la construction de l'offre, la sélection et le repérage d'offres voilà. Et puis comme tu le disais Marina, très important aussi de savoir filtrer et de faire aussi de la pédagogie avec ses partenaires pour expliquer ce qu'est vraiment la micro-aventure. Et puis il y a toute la partie aussi commercialisation et communication pour voilà, se démarquer aussi sur cette offre auprès de ces différents publics. Et du coup, là, effectivement, tu nous as mis des petites captures de votre site web, hein, c'est ça? Oui. Puis juste une dernière chose, en fait, c'est vrai que nous, on a, alors pour le coup, rien inventé dans le sens où c'est des micro-aventures marchandes, mais qui existaient déjà, des choses qui se faisaient, mais dont on entendait rarement parler, ou des micro-aventures non marchandes, donc dans des spots assez incroyables là autour. Donc c'est vrai que ça demande finalement pas vraiment, enfin, pour nous, ça n'a pas demandé de construction, c'est plus vraiment identifier et comment on valorise les choses qui existent déjà, parce qu'il se passe plein de trucs super et c'est important de s'appuyer déjà sur ces choses avant d'aller chercher à construire autre chose. Et justement, donc ça, ce que vous voyez à l'écran, c'est une copie d'écran de l'espace micro-aventure qui a été mis en place sur notre site web, auquel on a donné vraiment de l'importance, hein, puisqu'il arrive tout de suite en homepage du site, juste sous les sites incontournables, et qui propose, là, on n'est pas loin d'une trentaine de micro-aventures sur la destination. Et j'insiste aussi sur le fait que dans ces micro-aventures, il y en a à peu près 50% qui sont des micro-aventures non marchandes. Donc, il s'agit juste de prendre son sac à dos, d'aller crapahuter à un endroit, d'aller voir le coucher de soleil ou une cascade au fin fond d'un petit village. Et que 90% aussi sont praticables toute l'année. Donc, c'était vraiment l'objectif, c'est de proposer de l'offre toute l'année. Et enfin, ici, c'est le magazine là, qui va pas tarder à sortir, donc qui propose 15 micro-aventures à découvrir sur la destination. Il y a pas mal de questions pour toi, Marina. Alors, je vais en prendre quelques-unes. Une question sur les offres de micro-aventures sont-elles uniquement sur votre territoire touristique? Jusqu'à combien de kilomètres temps autour de chez vous pour considérer qu'il s'agit d'une micro-aventure? Alors peut-être Marina ou Amélie, les deux, hein, pour répondre. Mais... Donc nous, les micro-aventures qui sont valorisées effectivement sur nos différents outils, elles se déroulent toutes sur la destination Pont d'Arc-Ardèche. Après, on a une destination qui est assez large et on a la chance d'avoir une diversité de paysages juste à une vingtaine de kilomètres alentour. Donc oui, tout se passe ici, mais ça permet quand même de proposer des choses totalement différentes. Ok. Tout à l'heure, tu parlais aussi d'un objectif de sensibiliser et éduquer aussi les voyageurs. Est-ce que vous avez des outils, des guides, des panneaux qui vraiment leur donnent aussi les règles de bonne conduite, surtout quand on part à l'aventure et souvent hors des sentiers battus? Alors, c'est quelque chose qu'on rappelle déjà dans le magazine. Et puis, surtout, on travaille en étroite collaboration avec le syndicat de gestion des gorges de l'Ardèche, qui, lui, a vraiment parmi ses missions la protection de l'environnement et la sensibilisation du public à cet environnement. Donc, c'est vrai qu'on mène beaucoup d'actions avec eux. Dans les micro-aventures, il y a des choses qui sont proposées beaucoup avec les guides labellisés nature des gorges de l'Ardèche. Donc, on a ce discours commun aussi, donc, qui est porté à la fois par l'Office de tourisme, mais par l'ensemble du territoire. Alors, il y a eu beaucoup de questions, donc je ne sais pas si, de toute façon, on essaiera d'y répondre aussi à la fin. Je vous propose de continuer et puis de partir vraiment sur, voilà, concrètement, quels sont vos conseils à toutes les deux, hein, Amélie et Marina? Quelles sont les erreurs à éviter? Peut-être on commence par toi, Amélie. Ah, ton micro est coupé. Pardon. Effectivement, il y a eu la naissance, je dirais, de la micro-aventure de 2017 à 2019.
l'engouement très fort qui confronte à la crise Covid 2019-2021. Et puis voilà, il va falloir se dire la sagesse, la voie de la raison à partir de 2022. J'ai prévu de vous montrer un petit exemple de ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est toujours mieux quand c'est concret, on comprend mieux. Et qui est un peu classique. Alors, je comprends tout à fait qu'il y a eu un enjeu là économique de réussir sa saison. Il y a quand même des prestataires qui n'ont pas travaillé, donc le contexte est très 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 difficile. Donc il y a eu un phénomène, je dirais, on s'est tous mis sur la micro-aventure très rapidement, parfois en pleine confusion, etc., pour ne pas louper la saison. Je l'entends. Mais du coup, c'est intéressant de voir, de regarder concrètement ce qui ne marche pas. Donc là, vous avez à droite un exemple de site, donc d'une destination, d'une grosse destination. Et dessus, sur le site internet, vous avez 10 micro-aventures originales à vivre. Et quand vous cliquez, vous avez une sorte de wall comme ça avec des propositions. Donc en premier, vous avez un barbecue, un coin barbecue nature. Vous avez un loueur de vélo, famille à vélo, c'est un loueur de vélo. Vous avez un baptême de plongée pour enfants. Vous avez Je vais devenir chef, qui est la proposition de découvrir un village de chèvres avec ses enfants. Vous avez un bike park pour tester vos performances et vous avez un yoga en haut d'une montagne un matin. Toutes ces propositions sont très intéressantes. Elles préexistaient à la micro-aventure. Du coup, il n'y a eu aucune création d'offres. Il y a juste eu une récupération. C'est problématique parce que on est en train de tout mélanger. Déjà, on dit aux gens qu'il faut faire de l'aventure. Tout le monde n'est pas aventurier, hein, sachez-le. La demi-journée de rando tranquille, il faut qu'elle reste demi-journée de rando tranquille. Ce n'est pas une aventure et on va pas en faire une aventure. C'est pas grave. Le stage escalade dans les gorges du Verdon ou dans les Calanques, c'est un stage d'escalade. C'est pas une micro-aventure et c'est super. L'UCPA le fait depuis des années. Hein. Et puis visiter un village pittoresque. En fait, moi, j'irais personnellement, hein, si je cherche à amener ma fille voir des chèvres dans un village, je clique sur l'onglet village pittoresque. Et si je veux faire du yoga, je vais dans bien-être. Et du coup, c'est assez symptomatique de ce qui se passe sur la micro-aventure. Je ne sais pas très bien si la destination n'a pas très bien compris ou voilà. Vous perdez ceux qui veulent faire vraiment de la micro-aventure. C'est confusant. Quand vous êtes micro-aventurier et que vous voyez ça, vous ne repassez pas sur le site. Et comme je vous le disais, tout le monde ne peut pas faire de la micro-aventure. Voilà. Donc, il y a du tourisme outdoor qui préexistait avant. La micro-aventure, c'est l'occasion en fait de créer, comme je vous le disais de prime abord, un nouveau volet avec des parcours différents, avec des prestataires différents ou en tout cas des offres différentes. Et si elles préexistent comme à Ballon de Pont d'Arc, très bien, incluons-les. Mais voilà, il y a vraiment une nécessité de se dire bon, alors il y a tout ça, on rajoute un volet en plus. Voilà. C'est l'exemple qu'il faudrait éviter, je pense, à l'avenir. On pourrait essayer de faire mieux. Voilà, tous ensemble. Ne pas confondre tourisme outdoor et micro-aventure. Mais le tourisme outdoor, c'est très bien. C'est très bien. Le tour du lac d'Annecy en vélo, sur la demi-journée, sur un territoire qui est urbain et c'est une route qui est très bien tracée, vous la suivez. C'est pas de l'aventure, hein, il va rien vous arriver. Et c'est très bien de faire le tour du lac d'Annecy en vélo et de louer son paddle pendant 2 heures une après-midi. C'est très très bien. Mais ce n'est pas de l'aventure. Mais c'est pas grave, il en faut pour tout le monde, pour tous les niveaux et pour toutes les cibles. Faut diversifier. La crise nous l'a montré. En fait, la clé, c'est quand même la diversité. Pourquoi tous se regrouper en faisant la même chose? On va encore tomber dans le tourisme de masse, sinon. L'écotourisme de masse. Voilà. Et du coup, moi, j'ai préparé... Le conseil, oui. Ouais. J'ai préparé 5 petits conseils pour ceux qui voudraient se lancer. Je pense que, du coup, c'est moitié méthodologie, moitié conseil. Le premier pas à faire, c'est s'assurer qu'on a vraiment bien assimilé les valeurs et les attentes de la micro-aventure. Typiquement, l'exemple d'avant, on ne l'avait pas bien compris. Soit vous pratiquez, comme Marina, et c'est évident pour vous, soit vous ne pratiquez pas, et dans ce cas-là, rencontrez les gens, discutez, lisez beaucoup de choses. Mais c'est vraiment important de se dire, OK, en fait, j'ai bien compris ce que c'est, qu'est-ce que je peux faire pour me mettre au service de ces attentes-là. Le deuxième conseil, ça serait d'auditer l'existant. Vous avez déjà sur votre territoire des prestataires ou des offres qui matchent parfaitement avec l'aventure, d'autres pas. Il s'agit de faire une sélection. Il s'agit d'aider certains prestataires, par exemple, à faire un pivot auquel ils n'avaient pas pensé, peut-être louer le canoë, comment on fait pour louer sur 3 jours au lieu d'une demi-journée. Il y a tout un rapport économique et financier derrière à travailler. Et faire du design de service, évidemment, s'il y a des manques. Et je pense qu'il y a encore des manques sur l'aventure. Si vous interrogiez des aventuriers, vous verriez qu'il y a des soucis pour poser son matériel, etc. Comment on peut aider finalement et trouver des solutions en créant peut-être des nouvelles offres avec des porteurs de projets. Donc c'est hyper intéressant, hyper enthousiasmant en tout cas d'inventer des nouvelles choses.
3, ça serait de créer des offres et des parcours vraiment intelligents. Donc, c'est ce que je vous disais, où ça soit vraiment win-win de A à Z, c'est-à-dire pour les habitants, pour l'économie locale, pour la nature et pour ceux qui la vivent, sans que ça soit travesti, qu'on ait travesti les valeurs. Donc, on peut tous s'en sortir gagnant-gagnant si on réfléchit bien. Et 4e conseil, je dirais que on est sur une nouvelle tendance. C'est l'opportunité en fait de travailler avec des nouveaux acteurs, de co-créer. On l'a vu sur cette crise, on a la nécessité de se réinventer. C'est pas nous tout seuls qui inventons les choses. C'est bien de se réunir à plusieurs autour de la table et de travailler avec des nouveaux acteurs. Il n'y a pas que les consultants traditionnels en tourisme qui peuvent vous aider. Il y a plein de gens qui connaissent la micro-aventure. Allez à leur rencontre, travaillez avec eux. Moi, j'ai choisi d'aider des territoires aussi en mettant ma communauté et mes adhérents de l'école autour de la table et de se dire, OK, en fait, quels sont les besoins, quelles sont les attentes et comment tous ensemble on devient meilleur et on apprend à devenir meilleur. Et le dernier point, important aussi, c'est en termes de communication. Je vous dirais juste de rester vous-même. On assiste aujourd'hui, la micro-aventure, c'est presque, je dirais, un modèle marketing, presque un concept marketing figé. Donc, tout le monde utilise le même ton, la même police qu'on a été quelques-uns à mettre en place. Et il ne faut pas oublier qu'il y a plein de gens, je reprendrai les propos de Jean Pinard aux dernières rencontres nationales du tourisme qui disait en Occitanie, mais moi, j'ai pas du tout envie de plaire aux Parisiens, restons nous-mêmes. Je ne peux que vous conseiller de faire ça, sauf si vous êtes le base camp des Parisiens, c'est très bien, oui, mais n'oublions pas que la micro-aventure, c'est quand même aussi le tourisme local. Soyez fiers de votre territoire et de votre identité. On n'est pas obligé il y a plein de gens sur le territoire qui ne se reconnaissent pas dans le discours marketing. Sachez aussi également que la micro-aventure aujourd'hui est un concept marketing aussi pointé du doigt et parfois pointé du doigt comme étant trop marketing typiquement les Parisiens qui suivent les communautés depuis le début. Tout le monde est conscient que c'est du marketing et il y a une petite critique du marketing, donc vous n'êtes pas obligé de suivre point par point exactement les manières de communiquer. Trouvez la vôtre. Je sais que vous avez des agences de communication, etc. C'est peut-être challenger-les pour inventer d'autres choses, quoi. Voilà pour les 5 conseils que je pourrais donner comme ça. Merci Amélie. Marina, est-ce que toi par rapport à votre expérience, alors même si effectivement la mise en place de la micro-aventure au niveau de votre territoire c'est assez récent, en tout cas marketé assez récent, est-ce que toi avec ce recul-là tu aurais des conseils pour les participants? Je pense qu'Amélie a déjà dit beaucoup de choses et c'est ce qu'on évoquait, c'est qu'on n'est pas obligé de tout appeler micro-aventure et qu'il faut être vigilant à ce sur quoi on communique. Après, il faut vraiment saisir l'esprit de la micro-aventure de façon à ne pas créer de déception derrière. Très bien. Je regarde parce qu'il y a eu beaucoup de questions, notamment une question sur un petit peu l'essence de la micro-aventure. Est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait une nuitée pour parler de micro-aventure? Bon, en tout cas, que ça fasse partie vraiment des éléments de la micro-aventure. En fait, c'est difficile parce que la définition n'est pas du tout stricte. Si ce n'est que la définition d'aventure elle-même, sans micro-aventure, est quand même, on voit très bien ce à quoi ça se rapporte. On part pas une journée, on part pas une demi-journée à l'aventure, c'est pas vrai. Moi, je conseille de prendre une nuitée parce que vous devez porter votre matériel, vous devez vous organiser, prévoir à manger, etc. Dormir dehors, c'est quand même autre chose que faire une rando à la journée. Oui, l'immersion est beaucoup plus forte, effectivement, quand on est sur une unité inclus. On a une question également, j'ai perdu qui l'avait posée, mais quelqu'un qui posait la question, est-ce que c'est pas contradictoire ces offres un petit peu clés en main quand on s'adresse à un public qui est sensible pour partir à l'aventure et qui peut être assez autonome? Est-ce que c'est pas contradictoire du coup?
Moi, je dirais que c'est pas des offres clés en main, en fait. Enfin, on suggère plutôt des idées d'aventure, mais il n'empêche qu'il faut organiser ce que disait Amélie, il faut organiser son transport, il faut organiser son transfert, il faut organiser son matos, il faut organiser les repas. Donc, on est plus sur des suggestions, mais c'est pas. Nous, on vend pas de la micro-aventure. Vraiment, on donne des suggestions. J'ai vu quelqu'un poser une question autour de la commercialisation. On commercialise pas les offres. Donc, éventuellement, si le prestataire lui propose de la résa de sa presta, on met un lien vers la réservation sur son site. Mais c'est pas des offres qu'on commercialise, c'est plutôt des suggestions de micro-aventures qu'on propose, mais ensuite à chacun d'organiser son séjour autour de ça, enfin son escapade autour de ça. Oui, et puis il y a aussi de la micro-aventure non marchand. Oui. Oui, totalement, oui. Donc ça, c'est important aussi à avoir en tête. Je regarde, on a une question de Françoise, est-ce que la micro-aventure se développe dans d'autres pays? Peut-être Amélie, si tu as la réponse. La micro-aventure, alors de base, moi j'avais suivi un site, j'ai oublié le nom, en Australie, qui proposait ça. Donc c'est de l'aventure autour de Sydney, me semble-t-il. Il y en a aux États-Unis, pays anglo-saxons, grosso modo. Pour répondre, ouais, dans les pays anglo-saxons, oui. Ok, très bien. Hop, eh bien, on s'oriente doucement vers la fin de ce websem. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été transmises pendant ce live. N'hésitez pas, voilà, à regarder le replay pour ceux qui sont arrivés après le début de ce live. Du coup, pour aller plus loin, hein, puisque de toute façon, ces websem, c'est vraiment l'idée d'ouvrir, en tout cas, des interrogations, nourrir le débat. Et après, l'idée, c'est aussi pour aller plus loin, comme tu le disais, Amélie et Marina, hein, de se documenter pour voilà, pour voir concrètement comment on pourrait ou non mettre en place de la micro-aventure sur son territoire. Et donc Amélie, comme je le disais au tout début, hein, tu as lancé, c'est tout récent, la première école de micro-aventure en France. Je te laisse peut-être en parler rapidement. Comme je vous disais, c'est juste qu'on a commencé à travailler sur la micro-aventure un peu tous ensemble, en tout cas quelques acteurs, à peu près avec la même idée derrière de produire du contenu, etc. Puis, effectivement, certains ont pris la voie de l'agence et de la commercialisation. Et puis moi, je me suis dit qu'il manquait quand même quelque chose. Donc, j'ai choisi d'investiguer la partie éducation, sensibilisation, formation avec cette école. Et du coup, elle est B2B et B2C. Les gens s'inscrivent, on a des ateliers, des webinaires, en ligne, mais aussi en physique dans plusieurs villes de France. On organise des base camps, typiquement dans le Perche, où il y a un guide du parc qui vient nous parler de son parc. Ensuite, on regarde tous ensemble des cartes, on invente nos propres micro-aventures et on part tous ensemble les tester. Donc, on est à mi-chemin entre on apprend collectivement et on se lance ensemble. C'était ce que j'avais envie de mettre en place. Et puis, on travaille et on accompagne effectivement aussi les acteurs en B2B sur l'aménagement du territoire, en tout cas la concrétisation de micro-aventures sur le territoire. L'école symbolise juste le fait qu'on a tous à apprendre. On ne sait pas en fait comment on va trouver les clés pour les enjeux de demain sur le tourisme, etc. Mais tous ensemble, en tout cas, on y réfléchit en pleine conscience des enjeux du tourisme de demain. Très bien, merci Amélie. Et puis effectivement au niveau de trajectoire tourisme, on disait l'objectif, la micro-aventure, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. On a parlé de clientèle de proximité, bien sûr que ça fait partie pleinement il y a cette conscience aussi autour du tourisme durable. Nous proposons aussi au niveau de trajectoire tourisme, et je sais que la Mona aussi également en Nouvelle-Aquitaine propose ce genre de formation. L'idée, c'est d'apprendre comment aller toucher la clientèle de proximité, pas forcément en leur proposant de la micro-aventure, mais en tout cas, ça demande aussi des compétences pour cibler vraiment la clientèle de proximité. Il y a aussi tout le public randonneur, donc on propose une formation immersive pour adapter ces propositions au public randonneur et toute une formation de 2 ou 3 jours sur s'engager sur la voie du tourisme durable et de la RSE qui fait vraiment partie intégrante des valeurs de la micro-aventure. Et je terminerai également par
un autre support qui est autour de la micro-aventure. Alors là, c'est une initiative de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme qui a créé une landing page sur son site internet, les 50 plus belles micro-aventures. Alors l'idée, effectivement, c'est de faire remonter des idées de micro-aventures dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Qui sont les offres des partenaires. C'est aussi la remontée d'offres de plateformes spécialisées dans la micro-aventure. Et vous retrouvez sur cette landing page aussi des contenus rédactionnels qui sont rédigés par Amélie. Voilà, des contenus pédagogiques sur comment ça se passe la micro-aventure. Et puis le deuxième élément, c'est donc on parlait aussi de communication pour comment se démarquer. Il y aura du coup une campagne de promotion qui sera réalisée sur Facebook et Le Bon Coin en juillet pour valoriser ces offres de la micro-aventure en Auvergne. Et si vous avez des questions à ce sujet, je vous invite à contacter Caroline Chouy, qui est responsable de la promotion outdoor au niveau de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Voilà, il nous reste encore quelques minutes avant la fin de ce live. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions à laquelle on pourrait répondre. Je vous laisse regarder aussi Amélie et Marina si vous voyez des réponses. Je regarde en même temps. Il y a beaucoup de questions autour du fait de packager les produits. Alors peut-être que moi j'ai pas été suffisamment claire sur ce qu'on a mis en place, mais vraiment nous la micro-aventure c'est plutôt on est plutôt sur une communication d'image. Hein. On n'a pas un objectif de commercialisation de produits, on n'a pas un objectif de chiffre d'affaires sur ces produits. On est vraiment sur l'idée de montrer que de répondre à ces objectifs qu'on a évoqués ensemble tout à l'heure et de montrer qu'en Ardèche, on peut venir hors saison et qu'on va pouvoir vivre des aventures en pleine nature, des trucs où on va être super immergé et seul au monde. Et il y a des choses, c'est ce que tu rappelais Samantha, il y a des choses qui sont non marchandes, il y a des choses qui sont marchandes parce que ça nécessite l'intervention d'un guide accompagnateur qui va partir 2 jours avec vous dans les gorges de l'Ardèche ou en canoë sur l'Ardèche. Mais vraiment, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette communication d'image et non pas de vendre du produit derrière. J'ai une autre question, je pioche une question. Il y a Anne qui nous demande est-ce que les offres de micro-aventure se développent autour d'offres culturelles, patrimoniales ou c'est uniquement sportif? Encore une fois, l'idée n'est pas de faire une restriction, mais qu'est-ce que l'aventure en fait? Quand vous partez à l'aventure, vous pensez très au Népal. Évidemment, quand vous allez au Népal, vous allez voir un temple, etc. Mais c'est sur votre chemin, c'est pas le cœur. Le cœur, c'est vraiment la nature et l'aventure, c'est-à-dire se débrouiller seul en pleine nature, cheminer. Et bien sûr, vous allez rencontrer des gens, vous allez passer par un château, il va se passer ça, mais je crois que le cœur de la micro-aventure, c'est quand même ça. Je n'avais pas mon micro, c'est pour ça. Je disais, il y avait une question de Françoise. Est-ce que vous proposez du camping sauvage? Peut-être que c'est à destination plutôt de Marina. Ouais, alors ça, c'est effectivement le point qui est un peu problématique pour nous en tant qu'office de tourisme parce que le camping sauvage est interdit. Dans les gorges de l'Ardèche, dans la réserve naturelle et pour des raisons évidentes de protection de l'environnement, il est réglementé, donc il y a des aires de bivouac autorisées. Mais c'est vrai que ça pose le problème de proposer de l'hébergement. Alors après, on a possibilité de proposer de l'hébergement insolite. On a des choses, on a des cabanes lodge, on a ce genre d'établissements qui peuvent coller totalement à l'esprit micro-aventure. Mais c'est vrai que sur le bivouac, on est un peu coincé. Il y a une solution bivouac qu'on connaît peut-être pas assez, c'est dormir chez l'habitant. Ouais. Nous, on travaille, par exemple, on accompagne Grand Avignon sur la création de micro-aventures où on rayonne, mais pareil, même problématique, hors de question de faire du feu, le bivouac, c'est quand même très, très, très tendu. Il s'avère qu'il y a des plateformes pour dormir chez l'habitant, Home Camper, vous pourrez regarder.
Donc, c'est les gens qui ont des grands jardins et qui mettent à disposition leur jardin. Ça coûte 5, 8, 10 euros. C'est peut-être plus sympa, personnellement, à moi qui pratique, que d'aller dans un camping classique avec piscine, machin, karaoké, dont je n'ai absolument pas besoin. Et je veux juste un terrain où camper le plus wild possible. C'est aussi l'occasion de rencontrer des gens. Voilà, il y a cette alternative-là qui est super, je trouve. Et à regarder chacun sur votre territoire, tout le monde n'est pas bien réparti. Je sais qu'autour de Grand Avignon, il y a beaucoup de gens il y a pas mal d'offres. Donc, nous, on essaye de faire passer typiquement les itinéraires par ces points-là. C'est une solution. Il y a une question aussi de Eugénie, je pense que tu avais commencé à répondre aussi à Amélie. Est-ce qu'il y a des initiatives aussi pour aller toucher à travers la micro-aventure un public qui est peut-être un petit peu moins sensibilisé à l'environnement ou avec des limites aussi financières? Alors malheureusement non. Alors nous, on a vocation à le faire, c'est un de nos volets. On a un volet dans l'école et c'est pour ça qu'on a choisi un volet, qu'on a choisi le statut associatif, parce qu'on a vocation à effectivement former, je dirais, les publics socialement et culturellement éloignés du voyage, donc lycéens et personnes plutôt à faible revenu. C'est dans notre scope, c'est pour ça aussi qu'on a des mécènes, qu'on a des décathlons et plein de partenaires qui nous donnent du matériel pour équiper les gens. Mais je crois que ça peut pas être vraiment la mission d'une entreprise, c'est surtout la mission d'une association. Donc non, il y en a pas sur le volet micro-aventure, mais il y a quand même beaucoup d'associations partout qui font du super travail pour emmener des jeunes à la montagne, des jeunes camper en rando, etc. C'est le travail des associations depuis des années. Il n'y en a pas sur la micro-aventure précisément, mais ça se fait. Ok. Une autre question de Françoise. Est-ce que vous adaptez le niveau sportif à votre clientèle du jour ou vous spécifiez le niveau sportif de la micro-aventure? Je peux répondre là-dessus? Personnellement, moi, du coup, j'ai créé un groupe Facebook il y a 4 ans qui s'appelle l'Incubateur de Week-end, où l'idée était exactement ce que je propose aujourd'hui avec l'école. Hein. Je dirais, on organise collectivement. Moi, j'ai envie d'aller sur le plateau du Cézallier un week-end. Qui vient veut. Chacun paye sa part et on se retrouve. Et du coup, effectivement, pour moi, la cohérence sportive est quand même quelque chose à checker en amont. Quand vous avez des trop grandes disparités, donc moi à chaque fois je le mettais, on fait tant de vélo, ça veut dire tant par jour, il faut savoir rouler, etc. Parce que c'est trop compliqué quand vous avez des personnes devant qui attendent derrière. Quand vous le faites avec vos amis, ça va, vous êtes tolérants, c'est vos amis, il n'y a pas de souci, vous discutez. Quand vous êtes avec des inconnus, c'est pas gérable. Donc je dirais qu'effectivement l'homogénéité sportive est un peu à prendre en compte. Et nous, c'est des éléments qu'on précise aussi dans les idées de micro-aventure qu'on donne, à quel public ça s'adapte, à quel public ça s'adresse. Si c'est plutôt un public sportif confirmé, si c'est accessible à tous, combien de temps ça va durer, quel niveau de difficulté. Enfin, c'est important parce que là aussi, l'idée, c'est pas d'envoyer des gens qui ont aucune condition physique dans un stage de 3 jours de survie douce où il va falloir marcher 10 bornes par jour. Une question très intéressante de Marilyn. Quand on est une destination urbaine avec la nature à 2 pas, est-ce qu'il est possible de faire rencontrer les deux au sein d'une micro-aventure? On n'a pas de destination urbaine. Moi, je crois que vraiment rester que dans l'urbain, moi, la question s'est posée avec une métropole qui voulait pas de sortie de la métropole. Et du coup, j'ai refusé de travailler sur cet aspect-là parce que pour moi, je ne peux pas dire aux gens qu'on part en aventure en restant vraiment autour de l'étang à 2 kilomètres, etc. Par définition, l'aventure n'a pas de frontières. Donc, je trouve ça très dommage de rester sur de l'urbain. Donc j'aurais tendance à dire non. Après, quand on s'ouvre, typiquement, Grand Avignon est OK pour dire qu'on part de l'urbain et que c'est un base camp en fait pour aller explorer différents itinéraires et de revenir effectivement peut-être pour dormir, etc. parce qu'il y a plus de logements. Je crois qu'il y a aussi du sens autour de ça. Restreindre l'aventure à un périmètre urbain, pour moi, n'a pas vraiment de sens. Très bien. Eh bien, écoutez, il est 11h58, donc on va terminer ce live qui a été très riche en échanges et en informations. Donc, je vous rappelle que ce live, il était enregistré, donc vous allez recevoir le replay à l'issue du live et il sera disponible sur le site de Trajectoire Tourisme. Et puis, on vous donne rendez-vous, donc comme chaque mois, pour un web séminaire. Donc, le prochain web séminaire sera animé par la Mona et ce sera le 16 juin avec une thématique tout aussi intéressante. Ce sera un panorama des démarches qualité durable. Merci Amélie, en tout cas. Merci Marina. Merci à vous. Pour votre intervention. Et on se retrouve du coup dans un mois pour le prochain web séminaire. Merci à tous. Au revoir, bonne journée.